Ce monde est gouverné par de tout autre personnage que ne se l'imaginent ceux dont l'œil ne voit pas dans les coulisses. Cette célèbre phrase de Benjamin Disraeli renvoie directement à la thématique de ce jour, le pouvoir occulte, qui est une thématique importante de mon dernier livre, qui est sorti maintenant il y a 2 mois, Le complot contre Dieu. Alors qui dit pouvoir occulte, dit caché, et donc c'est pas forcément évident de savoir qui compose ce pouvoir, mais nous allons quand même essayer d'y voir un petit peu plus clair sur cette oligarchie mondialiste, sur le sommet de la pyramide mondialiste, où on voit cet œil d'Horus tout en haut, et avec la tête qui est détachée du reste, c'est-à-dire qu'il y a eux et nous, clairement. Nous allons essayer d'y voir plus clair sur qui dirige le monde, tout simplement, comment il le dirige, par quels moyens, et enfin, dans quel but. L'accent sera mis essentiellement sur les marionnettistes, qui sont donc en coulisses, comme le disait Disraeli, et non sur les marionnettes de la politique que l'on voit régulièrement défiler dans les médias dominants. L'organigramme déjà de la pyramide mondialiste, on retrouve les familles oligarchiques tout en haut, que certains nommeront Illuminati, d'autres pouvoirs X ou encore supérieurs inconnus. Ces familles oligarchiques opèrent par la banque, les banques centrales, mais aussi les sociétés secrètes, qui sont plus ou moins méconnues du grand public. Nous allons voir que haute finance et haute franc-maçonnerie sont liées, et plus précisément que l'une s'appuie sur l'autre, c'est-à-dire que la haute finance s'appuie sur la franc-maçonnerie internationale pour régner. Encore en dessous dans la pyramide, nous retrouvons les agents du cartel bancaire et des familles oligarchiques, que l'on retrouvera notamment comme conseillers des gouvernements des nations. Nous avons aussi les institutions supranationales, que je vais détailler dans la foulée, et puis encore en dessous, les gouvernements des nations, qui sont le pouvoir visible, et puis enfin, nous, qui croyons avoir notre destin en main par le biais du vote et de la démocratie, et qui en fait ne décidons de rien, puisque ce qui se décide vient d'en haut, et donc des familles oligarchiques, qui composent officiellement le pouvoir supranational dont je parlais à l'instant. Nous avons l'ONU, qui est une structure maçonnique, qui a été créée sur les terres de John Davison Rockefeller à New York, qui diffuse une idéologie maçonnique, qui est en quelque sorte la plateforme du mondialisme. Nous avons l'OTAN, qui est le bras armé du complexe militaro-industriel. Nous avons le FMI, qui est le bras armé financier des cartels et donc des familles oligarchiques. Et puis nous, en Europe, nous avons l'Union européenne, qui donne ses directives au gouvernement, qui d'ailleurs ne font que les appliquer, qui est composée majoritairement de technocrates francs-maçons, et qui est sous tutelle des États-Unis d'Amérique et des familles oligarchiques. Alors, ces familles oligarchiques, quelles sont-elles? Ce n'est pas évident de savoir. Mais d'après l'américain Fritz Springmeier, il y aurait les Astor, les Russell, du célèbre Charles Taze Russell, à l'origine des témoins de Jéhovah, les Lee, les Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, les Collins, les Freeman, les Van Duyn, les Dupont de Nemours, les Onassis, les Rothschild et enfin les Rockefeller. Cette liste de noms est à prendre au conditionnel. Elle n'engage que Fritz Springmeier. Concernant le nombre de personnes à la tête de l'oligarchie mondialiste, pas évident de savoir là aussi, mais nous avons toutefois quelques indices, notamment cette phrase mystérieuse que l'on doit à l'industriel juif allemand Walter Rathenau, qui juste avant de décéder dit « les 72 qui gouvernent le monde ». Et ce même Rathenau avait déclaré en 1912, il parlait de 300 hommes dont chacun connaît tous les autres, gouvernent les destinées du continent européen et choisissent leurs successeurs dans leur entourage. Ce chiffre de 300, nous le retrouvons aussi chez le juif Jean Isoulé, qui était un membre éminent de l'Alliance israélite universelle et qui, en 1931, avait déclaré, je cite, « 300 banquiers juifs, qui sont tous grands maîtres de loge, gouvernent le monde. » Donc d'après Jean Isoulé, il y aurait 300 banquiers, tous juifs francs-maçons au degré, à la tête du nouvel ordre mondial. Certaines familles
notamment les Rothschild et les Rockefeller, furent ou sont encore impliqués dans des grands événements de l'histoire de ces dernières décennies et même de ces derniers siècles. Que ce soit les divers coups d'État qui ont été fomentés par la CIA dirigée par les familles Dulles et Rockefeller, qui sont d'ailleurs liés par le sang. Coup d'État notamment après les accords de Bretton Woods, en Iran, avec le renversement de Mossadegh, ça a été avoué 60 ans après, au Guatemala l'année d'après, au Chili, en Afrique. Ce ne sont pas les mouvements de subversion qui manquent. Et encore actuellement, en Ukraine, et puis le printemps arabe juste avant, qui était en fait le printemps américain d'un certain George Soros. On retrouve aussi cette implication du complexe militaro-industriel comme du cartel bancaire dans le financement de la révolution bolchevique, avec JP Morgan, Maison Rockefeller, mais aussi la Kublebenko de Jacob Schiff, qui était en fait la maison Rothschild aux États-Unis, qui peut être considérée comme l'ancêtre de la Goldman Sachs. République de Chine aussi, avec la révolution de Sun Yat-sen en 1912, avec l'appui de la JP Morgan. Guerre russo-japonaise en 1905, avec d'un côté Warburg, de l'autre Schiff, deux associés importants de la maison Rothschild. Donc, ce ne sont pas les exemples qui manquent, notamment lors des grandes guerres, les grandes guerres mondiales. La Première Guerre mondiale, on retrouve maison Morgan et maison Rothschild pour appuyer le camp des Alliés. Donc on peut s'apercevoir que au fil de ces révolutions et de ces guerres, de ces grands événements, l'histoire avance dans une certaine direction et que ce sont notamment et surtout certaines familles comme les Rothschild et les Rockefeller qui la font avancer dans cette direction bien précise. Ceux qui dirigent le monde, nous savons tous ce que c'est l'argent. Et qui est à la tête des banques? Essentiellement une famille. Vous savez laquelle? C'est la famille Rothschild. Surtout depuis 1815, année où Nathan Rothschild spécula sur la défaite de Napoléon à Waterloo. Et de la famille Rothschild, il en est question dans mon 3e livre publié en 2011, Deux cris dans la nuit, où j'écrivais: qui a fondé son empire à Francfort pour ensuite le développer à Londres, New York, Paris, en Italie ainsi qu'en Autriche? Qui possède des succursales bancaires aux 4 coins du vieux continent? Qui a pour emblème un bouclier rouge avec un aigle au milieu et 5 flèches en or? Qui possède la plus grande fortune d'Europe depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire depuis Amschel Meyer Rothschild, qui est au départ de cette dynastie dont le vrai nom était Bauer, et qui, d'après Epiphanus, aurait directement financé Adam Weishaupt et les Illuminés de Bavière en vue de la Révolution française de 1789. Qui finança Cecil Rhodes et la Round Table. Round Table, ensuite on verra CFR et Chatham House qui sont l'émanation de la Round Table. Qui était derrière l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand qui déclencha la Première Guerre mondiale? Qui a financé la révolution bolchevique par l'intermédiaire de Jacob Schiff, donc la Kublemenko, à New York? Qui se cache derrière George Soros et ses révolutions colorées, et pas simplement colorées d'ailleurs? Qui est derrière la déclaration Balfour dans les intérêts sionistes après avoir planifié le communisme? Rothschild égale Grand Israël égale projet politique juif sioniste. Qui est derrière le lobbyiste Richard Pearl et le bankster Henry Kissinger? Soros, Kissinger, tout ça, c'est la maison Rothschild, ce sont leurs agents. Qui trouve-t-on derrière le Bnei Brit, qui est lui-même au-dessus du CRIF? Bnei Brit, franc-maçonnerie exclusivement juive, sur laquelle je vais revenir. Qui est très probablement derrière l'écriture des mystérieux protocoles des sages de Sion? Il s'agirait de Lionel de Rothschild. Qui possède les banques les plus importantes de la Fédérale Réserve? Qui est tout simplement à la tête du plus puissant cartel bancaire mondial? Voilà. Vous savez maintenant de qui il s'agit. Autour des Rothschild, nous retrouvons d'autres familles qui sont liées aux Rothschild, surtout par la banque, mais aussi par le sang, comme les Warburg. Warburg qui sont la représentation de la maison Rothschild en Allemagne, en particulier avec la Deutsche Bank, mais pas simplement, puisqu'on retrouve aussi les Warburg dans le cartel pharmaceutique Sandoz, qui est à l'origine du LSD. Autre famille autour des Rothschild, les Guggenheim, qui ont fait fortune dans la banque, mais surtout dans le cuivre. Ou encore les Oppenheimer, qui eux ont fait fortune dans le diamant par la société De Beers,
notamment par Harry Oppenheimer, puis Nicky Oppenheimer. La famille Rothschild aussi est impliquée dans la société De Beers, où on retrouvait un certain Cecil Rhodes à l'origine de la Round Table. Société De Beers avec les Rothschild, c'est Evelyn Rothschild. On retrouve aussi la famille Astor, qui était citée par Fritz Springmeier tout à l'heure. Famille Astor qui a fondé la Pilgrims Society, qui fait la promotion du judaïsme comme du protestantisme calviniste, et qui détient notamment le Times, mais aussi l'agence Reuters, et qui est aussi bien évidemment dans la banque. Autre famille qui est à la fois implantée en France, à Paris, à Londres, mais aussi à New York, la célèbre Lazard, de la banque Lazard, qui détient notamment le journal Le Monde. Qui dit haute finance, dit forcément banque centrale. Et la plus connue, la plus célèbre des banques centrales, vous devez la connaître, c'est la Federal Reserve aux États-Unis, qui est une banque centrale privée, qui a été conçue dans un intérêt privé, et non pas dans l'intérêt de la nation américaine, et qui a été créée en 1913, suite à une réunion clandestine qui s'était tenue 3 ans auparavant, en 1910, sur l'île de Jekyll, où se réunirent 6 banquiers, tous juifs, khazars et ashkénazes d'ailleurs, qui représentaient les intérêts des maisons Morgan, Rockefeller et des Rothschild. On retrouvait Nelson Aldrich, Paul Warburg, qui fut le principal promoteur du système de la Federal Reserve, Henry Davison, Charles Norton, Frank Vanderlip et enfin Benjamin Strong, qui fut l'un des premiers gouverneurs de la Fed à New York, à partir de 1914 jusqu'à sa mort. Le Federal Reserve Act fut adopté en décembre 2013 par le Congrès américain et validé par Woodrow Wilson, président des États-Unis à l'époque, qui avait été élu l'année d'avant et qui était en fait la marionnette du cartel bancaire, qui avait comme principaux conseillers l'avocat juif sioniste Louis Brandeis et surtout Edward Mandelhaus, qui était le principal agent du cartel bancaire, juif franc-maçon au degré, donc principal agent des 6 personnes qui s'étaient réunies 3 ans auparavant sur l'île de Jekyll. Je vais revenir sur House d'ailleurs. Donc ça c'est la Fed aux États-Unis, et le pendant de la Fed en Angleterre à Londres, c'est la City. Et nous en Europe, nous avons la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est en fait la banque centrale de l'Union Européenne, qui est présidée par l'Italien Mario Draghi depuis novembre 2011. Auparavant, c'était le Français Jean-Claude Trichet, qui est d'ailleurs un proche de Jacques Attali. Et Mario Draghi est en fait un émissaire de Goldman Sachs. Il a été longtemps un salarié de Goldman Sachs. Et son rôle concret, au sein de la BCE, c'est de faire couler à petit feu la zone euro et de faire l'intérêt du dollar américain et donc de la Fed qu'il emploie. Voilà. Donc en gros, Draghi est un troll, hein, comme il y en a beaucoup à la tête des nations, pas simplement que dans la banque. La Fed, la City, les banques centrales, comme il peut y en avoir au Canada ou ailleurs dans beaucoup de nations, certes, mais il y a encore au-dessus que les banques centrales, encore au-dessus que la Fed. C'est la banque centrale des banques centrales, qui est la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est probablement la plus puissante banque centrale du monde, dont le siège se situe à Bâle, en Suisse, et qui est sous contrôle des Rothschild, où les dirigeants des banques centrales se retrouvent, en particulier ceux de la Federal Reserve, s'y réunissent dans leur conseil d'administration, où on retrouve des personnalités comme la juive Janet Yellen, qui est l'actuelle présidente de la Fed, ou encore son prédécesseur Ben Bernanke. On retrouve des gens comme Paul Volcker, Alan Greenspan, Mario Draghi, donc de la BCE, ou encore Robert Zoellick de la Banque mondiale. Chose très importante à retenir, il n'y a aucun lien entre ces personnalités de la haute finance, entre eux, donc dans ces conseils d'administration, aucun lien avec les gouvernements des nations. C'est-à-dire que ces personnes qui se réunissent, et qui ne sont rien d'autre que les émissaires du cartel bancaire, des familles oligarchiques que j'ai citées précédemment, elles décident de la politique financière, économique et monétaire des nations, mais n'ont aucun lien avec les marionnettes de la politique qui sont la tête officiellement des nations. Pour l'historien Carroll Quigley, qui fut membre du Council on Foreign Relations, du CFR, la BRI est tout simplement le sommet du capitalisme financier, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus de la BRI d'après Quigley.
Petit récapitulatif, qui est à la tête des cartels de la banque? Très certainement la famille Rothschild, avec leurs associés, tous Khazar Ashkenaz, les Warburg, Lazar et autres. Mais dans la banque, nous retrouvons aussi les Rockefeller, tendance plus protestante, mais essentiellement sur le sol américain. Les Rockefeller, nous le retrouvons surtout à la tête du cartel pétrolier, avec la firme ExxonMobil, qui est née de la fusion entre Exxon et Mobil, et qui était auparavant la Standard Oil, qui avait été fondée et dirigée par John Davison Rockefeller. Donc on peut s'apercevoir que le règne de cette famille, les Rockefeller, est plus récent, puisque John Davison Rockefeller et la Standard Oil, c'est le début du XXe siècle. Pour rappel, Amschel Meyer Rothschild, c'est la fin du XVIIIe, avec déjà une certaine influence sur l'histoire, d'ailleurs. Les Rockefeller, on les retrouve dans d'autres cartels, agroalimentaires et pharmaceutiques, comme Monsanto, ou encore Bayer et Pfizer. D'autres richissimes milliardaires que l'on va retrouver à la tête des médias ou à Wall Street, à la tête de fondations. Je pense à Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui s'est particulièrement investi dans Monsanto. On retrouve l'une des plus grandes fortunes du monde, Warren Buffett, dans ce clan de hauts initiés à la tête des cartels. Mais ce qu'on retiendra, c'est qu'il y a principalement deux tendances lorsqu'on étudie ce sujet. Il y a la tendance Rothschild, qui est essentiellement impliquée dans la banque, avec leurs associés, qui sont tous juifs d'ailleurs, et la tendance plus protestante WASP, avec les Rockefeller, qui sont plus dans le touche-à-tout. Surtout le pétrole d'ailleurs, les Rockefeller, mais la banque aussi, et puis le reste, Big Pharma. Voyons maintenant les sociétés secrètes et lobbies les plus influents. Et commençons par une citation que l'on doit encore à Benjamin Disraeli. Je cite: « Les hommes au pouvoir en ce siècle n'ont pas affaire seulement au gouvernement, au roi, aux ministres, mais encore aux sociétés secrètes. Au dernier moment, elles peuvent mettre à néant tous les accords. Elles possèdent des agents partout, des agents sans scrupules qui poussent à l'assassinat. Elles peuvent, si elles le jugent à propos, amener un massacre. » Le juif Benjamin Disraeli déclarait ceci au XIXe siècle. C'était le Premier ministre de l'Angleterre. Nous imaginons assez mal le Premier ministre de la France tenir ce genre de propos sur les sociétés secrètes et le pouvoir occulte. D'ailleurs, John Fitzgerald Kennedy s'y est hasardé, on a vu ce que cela a donné. Le vrai pouvoir occulte des États-Unis d'Amérique, c'est le CFR, que j'ai brièvement évoqué, le Council on Foreign Relations. Et son pendant à Londres en Angleterre, c'est la Chatham House. Le CFR compte environ 4000 membres, des personnalités importantes du monde de la politique, de la finance, des médias, de l'industrie, donc des journalistes, il y a de tout. Tous les derniers présidents des États-Unis d'Amérique sont issus du CFR. Les Obama, bien évidemment, les Bush auparavant, les Ford, tous les Carter. Ce lobby décide de la politique étrangère des États-Unis. Il dessine les guerres et même les révolutions. C'est-à-dire que lorsque l'OTAN décide d'envoyer des troupes et d'aller investir une nation et de la mettre à feu et à sang dans un intérêt souvent énergétique ou financier, auparavant, cela a été décidé par Zbigniew Brzezinski au CFR. Le CFR est aussi à l'origine de l'ALENA, l'accord de libre-échange en Amérique du Nord. Il est aussi à l'origine de l'ONU, les Nations Unies. ONU qui n'est que le produit, le fruit du CFR. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que le CFR qui a été fondé en 1921, ce sont par les 4 personnes qui sont à l'origine du CFR. On retrouve Edward Mandell House, que l'on retrouvait déjà proche de Wilson à l'origine de la Fed, donc à la fois, et qui est aussi à l'origine de l'ONU, sa création en 1919, donc principal agent du cartel bancaire. La deuxième personne, c'est Paul Warburg, principal promoteur de la Fed, à l'origine à la fois de l'ONU, mais aussi du CFR, donc c'est les mêmes. ONU qui fut fondée en 1919, et dont le premier président fut un certain Léon Bourgeois, le français, qui avait pour but de substituer la solidarité maçonnique à la charité chrétienne. La troisième personnalité à l'origine du CFR, c'est John Davison Rockefeller, à la tête du cartel pétrolier. Et puis enfin, la quatrième, c'est très intéressant, c'est un banquier de Wall Street, William Avril Harriman, qui, pour le chercheur anglais Anthony Cyril Sutton,
était le parrain de la secte des Skull and Bones. Et d'ailleurs, le CFR fonctionne comme la franc-maçonnerie classique, c'est-à-dire qu'il y a un cercle intérieur de décideurs, et puis il y a un cercle extérieur, de gens qui participent au CFR, mais qui sont plutôt spectateurs, et qui ne décident de rien. Le cinéaste Aaron Russo, par exemple, a fait partie du CFR, tout comme Carol Quigley. Et donc, pour revenir aux Skull and Bones, ils forment une puissance occulte. Donc c'est une secte maçonnique et satanique qui prétend d'ailleurs détenir le crâne de Geronimo. Et où on retrouve des personnalités comme John Kerry ou la famille Bush. Cette secte satanique des Skull and Bones forme une puissance occulte au sein du CFR, c'est-à-dire au sein de la puissance occulte du gouvernement américain. Et donc on peut en déduire que la Maison-Blanche, le gouvernement américain, est clairement sous influence maçonnique évidemment, puisque tous les présidents des États-Unis d'Amérique sont francs-maçons 33e degré, mais particulièrement très satanique. Autre lobby, mais financier, celui-ci, juif, sioniste, ultra puissant, l'EPAC, qui est en fait le bras armé financier de la franc-maçonnerie juive du Bnei Brit. EPAC à qui Barack Obama doit son élection, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les lobbies sont officiels. Et pour qu'un candidat à l'élection présidentielle soit financé, notamment par ce genre de lobby financier, eh bien, il doit donner certaines garanties. Et c'est ce qu'a fait Barack Obama par 2 fois en matière de politique étrangère pour la sécurité d'Israël. Et par 2 fois, Barack Obama a été élu. En conclusion, ce sont les États-Unis, le gouvernement américain, qui est au service d'Israël, du Grand Israël, et non l'inverse, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire parfois dans les médias. Autre lobby juif important aux États-Unis, l'AJC, l'American Jewish Committee, qui est plus ancienne que l'EPAC, puisqu'elle date de 1906, et on retrouve à sa création Louis Marshall, mais surtout un certain Jacob Schiff, Kublebenko donc, Maison Rothschild. L'EPAC date, lui, de 1951. Et puis, autre lobby juif incontournable dans la politique américaine, sur le plan financier, c'est le Congrès juif mondial, qui date de 1936, et dans la filiale européenne, c'est le Congrès juif européen, on retrouve un certain Roger Kuckerman, qui est à la tête du CRIF en France. Donc nous avons vu le CFR, qui est le vrai pouvoir américain, qui est sous contrôle Rockefeller, mais il y a d'autres lobbies sous contrôle des Rockefeller. Il y a notamment la commission trilatérale, qui a été créée en 1973 à Tokyo par David Rockefeller et qui, d'après le chercheur français Pierre de Villemarest, est née du forum de Davos qui s'était tenu l'année auparavant, en 1972. 300 membres environ, souvent les mêmes d'ailleurs, ça change assez peu, composent la commission trilatérale qui a été confiée par David Rockefeller à Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski qui est concrètement le mentor de Barack Obama, un de ses principaux conseillers, et qu'on retrouve d'ailleurs comme directeur de l'Institut Brookings, qui est le pendant de l'ENA aux États-Unis, où sont donc formés les hommes politiques américains. La commission trilatérale orchestre le libéralisme mondialisé sur 3 axes, l'axe nord-américain, l'axe européen et l'axe asiatique. Et en Europe, nous avons la trilatérale Europe. Et qui est à la tête de cette trilatérale Europe? Jean-Claude Trichet, qu'on retrouvait à la Banque Centrale Européenne, donc proche d'Atali. En 2014, parmi les hommes politiques français, on retrouvait à la trilatérale Elisabeth Guigou, du Parti Socialiste, ou encore Bruno Le Maire, l'ex-ministre de l'Agriculture UMP. Il serait intéressant de suivre l'évolution de la carrière politique de ces personnes dans les années à venir. Car par le passé, notamment dans les années 70, à la création de la trilatérale, Jimmy Carter comme Raymond Barre sont passés par la trilatérale. Ils étaient de parfaits inconnus aux États-Unis comme en France. Et leur carrière a décollé par la suite, à ce moment-là. Autre lobby sous contrôle Rockefeller qui est désormais assez connu, devenu un peu assez célèbre, c'est le club Bilderberg, qui a été fondé en 1954 à Oosterbeek, aux Pays-Bas, dans l'hôtel Bilderberg du même nom,
Et on retrouve 3 personnes à l'origine de ce club Bilderberg. La première, c'est le juif franc-maçon haut degré polonais Joseph Ratzinger, qui peut être considéré comme le père de l'unification de l'Europe. La deuxième personne, c'est le prince Bernhard de Hollande. Et la troisième, c'est l'incontournable David Rockefeller, qui en a encore le contrôle aujourd'hui. Une centaine de personnalités du monde des médias, de la politique, de l'autre finance, des lobbyistes, en fait, se réunissent au club Bilderberg. Un peu comme le CFR, il y a ceux qui sont les décideurs, les Étienne d'Avignon, etc., les Kissinger, et puis il y a ceux qui sont simplement invités, les Français, qui viennent voilà, donner ensuite les directives quand ils reviennent sur le sol français. Selon Thierry Messant, le club Bilderberg serait au service de l'OTAN, ce qui est fort probable et assez logique, puisque l'OTAN, comme le club Bilderberg, sont pilotés par la même famille, la famille Rockefeller. Voyons maintenant le pouvoir occulte de l'ONU, les Nations Unies. Il s'agit de la secte Lucy Trust, qui était au départ appelée Lucifer Trust, qui a été fondée par Alice et Foster Bailey en 1920 à New York. Alice Bailey était une théosophe féministe, franc-maçonne au degré, qui vouait un culte à Lucifer. C'était une disciple de la juive franc-maçonne au degré, et elle aussi théosophe et féministe, et ukrainienne, Elena Petrovna Blavatsky, qui elle aussi vouait un culte à Lucifer, qui était particulièrement antichrétienne, qui est à l'origine de la société théosophique, qui n'est rien d'autre que l'ancêtre du New Age. Et d'ailleurs, dans le logo de la société théosophique, nous retrouvons l'étoile d'Israël à 6 branches, mais aussi le serpent qui se mord la queue et qui est le symbole de la gnose. Actuellement, nous retrouvons l'ancien président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, qui est complètement dans le New Age et qui fait partie de la Lucy Trust. Lucy Trust qui a officiellement un statut consultatif au sein du Conseil économique et social de l'ONU. C'est la puissance occulte de l'ONU, secte ouvertement luciférienne, et la puissance occulte de l'ONU, ONU qui est, selon certains échos, composée d'environ 4/5 de francs-maçons. Le vrai pouvoir occulte de l'église de Vatican II maintenant, à ne pas confondre avec l'église catholique, je l'entends trop souvent, c'est une loge maçonnique qui serait liée au Grand Orient italien. Et d'après le prêtre irlandais Malachi Martin, elle serait aussi liée à la Grande Loge Unie d'Angleterre. Et toujours, d'après Malachi Martin, il s'agirait d'une loge spéciale auquel appartinrent les premiers dirigeants de l'église de Rome, Jean XXIII et Paul VI, Roncalli et Montini, qui d'ailleurs furent francs-maçons, comme cela a été affirmé, notamment par la Grande Loge du Mexique. D'après maintenant Pierre Carpi, il ne s'agirait non pas d'une loge spéciale, mais d'une loge ecclésiastique, autrement appelée loge P2, et qui aurait commandité d'ailleurs l'assassinat du pape Jean-Paul Ier, 33 jours après sa mise en place à Rome, et suite à l'éviction de deux francs-maçons, Marcinkus et Villot. D'après maintenant Monseigneur Marcel Lefebvre, qui déclarait cela dans les années 80, ce ne sont pas des hommes d'église que nous avons à Rome, ce sont parmi les cardinaux des francs-maçons. Et d'ailleurs, la plupart des dirigeants de Rome, comme des cardinaux, sont ou furent très probablement des francs-maçons. Jean-Paul II, par exemple, fut Amaran, qui était affilié au Rotary. Et puis l'actuel dirigeant de Rome fut affilié au Rotary argentin. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le document officiel sur mon propre site internet. De l'église de Rome à l'Italie, il n'y a qu'un pas, et on va le franchir avec le vrai pouvoir occulte de l'Italie. Donc le vrai pouvoir occulte des États-Unis d'Amérique, hein, c'est la famille Rockefeller, comme vous l'avez compris. Et bien en Italie, c'est la famille Agnelli, du célèbre Gianni Agnelli, qui était d'ailleurs un proche de David Rockefeller. Famille Agnelli qui détient la firme Fiat, mais aussi le club de football Juventus de Turin, qui est très impliqué dans tous les lobbies Rockefeller, notamment la Trilatérale et le Bilderberg, et qui est lié sur le plan financier à la banque Lazare. Le vrai pouvoir occulte de la France, on a pu s'en apercevoir maintenant, hein, c'est plus tellement occulte d'ailleurs. Nous avons le CRIF de Roger Kuckerman, que l'on a vu lors de l'affaire Dieudonné donner les ordres
à messieurs Hollande et Valls, qui n'ont fait d'ailleurs que les appliquer. Roger Kuckerman, qui travailla pendant longtemps pour la maison Rothschild d'ailleurs. Nous avons le Grand Orient d'un certain Alain Bauer, qui fut grand maître du Grand Orient et qui fut le mentor d'ailleurs de Nicolas Sarkozy avant d'être celui de Manuel Valls et qui fut à l'origine de la politique sécuritaire tolérance zéro envers les automobilistes, mais pas envers les vrais délinquants d'ailleurs. Et puis encore au-dessus du CRIF et du Grand Orient, nous avons le Bnei Brit, cette franc-maçonnerie exclusivement juive, où on retrouve des personnalités très importantes comme Attali, DSK ou encore Simone Veil ou Robert Badinter, et qui est en fait le service de renseignement de la maison Rothschild, d'après Emmanuel Ratier, hein, source très sûre d'ailleurs, qui fut fondée à New York encore, donc hein, CFR, ONU, New York, le Lucie Trust, en 1843. Le Bnei Brit est le plus ancien lobby juif maçonnique. En France, il existe depuis 1932 avec la loge Ben Gourion à Paris, qui organise chaque année des salons du livre où ils invitent des auteurs sionistes, bien évidemment. Parmi les principaux financiers de la révolution bolchevique, les Jacob et Mortimer Schiff, la famille Warburg, les Paul et Max Warburg, les Guggenheim dont j'ai parlé, les Otto Kahn, tous étaient membres du Bnei Brit. Source Epiphanus. Le Bnei Brit, c'est l'élite juive maçonnique qui se réunit et qui est supérieure aux loges des 33 degrés du rite écossais. Mais des loges supérieures aux 33 degrés, il n'y a pas que le Bnei Brit. Il y eut, au XIXe siècle, les loges paladistes. On retrouvait un certain Albert Pike, dont parlait Laurent tout à l'heure, qui avait un pouvoir, qui dirigeait ces loges, ces arrière-loges depuis New York, et qui avait, tout comme Giuseppe Mazzini en Italie, ces personnes avaient un pouvoir de décision bien supérieur au gouvernement des nations. D'ailleurs, c'est à cette époque, celle de Pike, où un accord, une coopération fut signée entre Bnei Brit et loges paladistes. Comme paladiste, on retrouvait par exemple l'allemand Gerson von Bleichroeder, qui était d'ailleurs, c'était la maison Rothschild en Allemagne, et qui était le conseiller économique de Bismarck. On retrouvait aussi un haut initié paladiste, Gaetano, qui était le conseiller de Metternich, en Autriche, ou encore un certain Nicolas Roerich, de son vrai nom Serge Makronowski, qui était un haut initié Rose-Croix, qui a été conseiller de Roosevelt. Henry Kissinger a été conseiller économique pendant des années des divers présidents des États-Unis d'Amérique, les Truman, les Eisenhower, les Johnson, les Carter. C'est lui qui a, avec l'affaire Watergate, qui a destitué Nixon, par exemple. Autre membre de l'Haute Finance, haut initié aussi, et membre important de Goldman Sachs, un certain Peter Sutherland, qui, tenez-vous bien, avait été engagé comme conseiller économique, vous devinez par qui? Par Benoît XVI au Vatican. En France, nous avons Jacques Attali, qui était le conseiller économique de Mitterrand dans les années 80, celui de Sarkozy, maintenant celui de Hollande, c'est-à-dire qu'en gros les marionnettes politiques passent et Jacques Attali reste. Mais d'ailleurs, en France, comme conseiller économique, nous avons aussi au sein du gouvernement, qui sont en fait des émissaires de la banque Rothschild. Emmanuel Macron, qui est maintenant ministre, mais aussi un certain Stéphane Israël. Des loges supérieures au 33e degré, les plus célèbres, on va les passer en revue. Il y a bien sûr les Illuminés de Bavière, qui étaient dirigés par Adam Weishaupt et Adolf Knigge. Et ces loges, ces arrière-loges jouèrent un rôle décisif dans la révolution de 1789. Beaucoup plus de détails, bien évidemment, dans mes livres. Il y eut quelques décennies plus tard les arrière-loges de la haute vente. C'était une quarantaine de personnalités, toutes juives franc-maçonnes au degré, qui se réunissaient pour comploter contre le trône et l'autel. Et parmi elles, un certain Nubus qui avait réussi à infiltrer le Vatican, déjà à cette époque. On est dans les années 1820, 1830, 1840. Autre loge supérieure au 33 degrés, l'ordre de Memphis-Misraïm. On retrouvait Elena Petrovna Blavatsky, Theodore Reuss, ou encore le haut initié italien Garibaldi. Garibaldi et Mazzini qui firent un tort considérable à l'Italie dans leur maçonnisation, dans leur laïcisation au XIXe siècle. La secte de l'Oteo, satanique, l'ordo templi orientiste, fut fondée par Theodore Reuss, où on retrouvait le très influent Aleister Crowley, mais aussi un certain cardinal Rampolla, qui fut conseiller, qui fut un cardinal du temps de Léon XIII, le pape Léon XIII. Et là, nous sommes à la fin du XIXe siècle.
On retrouve aussi l'ordre martiniste d'un certain Gérard Ancos. Cela vous parle certainement pas. Mais son surnom était Papus. Cela vous parle peut-être un petit peu plus. Et ce Papus fut très influent en coulisses puisqu'il était proche du tsar Nicolas II. Et il fut très influent dans l'avènement de la révolution bolchevique et le renversement donc, du tsar Nicolas II en 1917. Enfin, une dernière pour la route. Les Masters of Wisdom, loge encore supérieure au 33e degré, où on retrouvait Edouard Mandelhaus, dont je vous ai parlé précédemment. Donc, encore la haute finance. Donc, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que haute maçonnerie et haute finance sont intimement liés. Et que de nombreux membres, très nombreux membres de la haute finance, furent ou sont des francs-maçons au degré. Alors, ce que vous me direz, quand vous prenez un petit peu de hauteur, un petit peu de recul, sur ce projet de destruction à grande échelle qu'est le mondialisme, c'est pourquoi cela? Et la première réponse qui vient à l'esprit, c'est pour l'argent, certes, mais encore le pouvoir, certes, l'argent et le pouvoir. Mais derrière cela, il y a un projet mondialiste donc, qui est un projet messianique. C'est le messianisme juif talmudique. Et le but final, c'est d'ailleurs le règne de l'Antéchrist, c'est-à-dire qu'il devra se substituer au règne du Christ, anté, à la place du Christ. Et l'autorité spirituelle de ces hauts initiés, dont j'essaie de citer d'ailleurs quelques noms, c'est très important, c'est Lucifer. Lucifer est, dans la Kabbale, le Gadlu, le grand architecte de l'univers, c'est précisément Lucifer. Mais ces hauts initiés ont une conception gnostique de Dieu et de la spiritualité. C'est-à-dire que pour eux, Lucifer est leur Dieu bon. Il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais. Et le Dieu mauvais, c'est pour eux Adonai, selon Albert Pike en tout cas, selon les documents maçonniques. Adonai qui est celui de l'obscurité et du mal. Donc en conclusion, ces hauts initiés sont à la fois dans la gnose, mais aussi dans le culte de Lucifer et donc dans le luciférianisme. Comment règne-t-il? C'est très simple. Par l'usure, par la dette souveraine, par l'argent, et donc par la corruption des divers pouvoirs, corruption de toutes les institutions, corruption des gouvernements, corruption des médias, en ayant donc le contrôle de ces gouvernements et de l'information. Et donc une fois qu'on a établi ce diagnostic, rapidement, aujourd'hui, pas trop le temps, une question en découle logiquement. C'est qui viendra stopper ce carnage? Qui viendra stopper ce projet messianique? Qui viendra interrompre la marche en avant des cartels? Eh bien, puisque tout est dirigé contre Dieu, comme l'a démontré mon dernier livre que j'ai devant moi, selon moi, tout devra être solutionné par lui. Et c'est d'ailleurs la solution que je propose à la page 477 de mon dernier livre. La solution ne peut passer que par le sauveur de ce monde, le rédempteur des hommes, car seul Jésus-Christ mène au Père, seul Jésus-Christ peut venir à bout de la synagogue de Satan. Seul Jésus-Christ peut enrayer la révolution, seul Jésus-Christ peut apporter le royaume de Dieu sur la terre, un royaume de justice et de vérité. La solution ne sera donc pas simplement naturelle, mais surnaturelle. Ce qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des créatures de Dieu. Et c'est donc à nous de faire la volonté de Dieu et pas simplement la nôtre. Voilà. C'est-à-dire vivre en état de charité, observer les commandements de Dieu, et puis œuvrer pour la vérité sûre, factuelle, historique, mais aussi la vérité révélée, celle qui nous vient de Dieu, et donc la vérité qui rend libre. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci pour votre écoute et votre attention.